C'est-à-dire l'amitié, elle est là, elle s'entretient, c'est très bien, et puis d'un coup, c'est pour ça que je dis quelque chose qui, à partir de l'amitié, peut devenir plus. Ça veut dire va changer la nature de ton rapport avec, des situations que tu vas vivre avec. Tu vas peut-être commencer à te projeter quelque part, là où en amitié, tu n'as pas besoin de te projeter. D'un coup, je deviens plus stressé. Du coup, j'ai les mains moites, alors que pendant 2 ans, j'ai jamais eu les mains moites au contact de cette personne. Et puis là, tu sonnes chez elle et tu fais... Voilà. Le terme friendzone est rentré dans le langage courant. Si le concept en lui-même de décalage, d'envie ou d'attente, ou la non-réciprocité des sentiments amoureux entre deux personnes lui préexiste largement, aussi bien dans la littérature, le cinéma, que juste dans la vraie vie, il est communément admis que c'est bien la série Friends qui a popularisé le terme en qualifiant ainsi la relation de Ross et Rachel au début de la première saison. Ross veut sortir avec Rachel, tandis qu'elle n'en a pas la moindre idée, et développe avec lui une relation parfaitement amicale. Dans l'épisode où l'expression est utilisée, le 7e de la série, la situation est poussée à son paroxysme puisque, alors que Rachel parle ouvertement de son désir de rencontrer quelqu'un, et que nous savons que Ross a du désir pour elle depuis le tout premier épisode, Rachel finit par rouler de grosses pelles à Paolo, un voisin tout juste rencontré pendant la panne d'électricité qui frappe la ville. C'est pas le seul moment en fait où la question de la dualité entre relations amicales et relations amoureuses sert de ressort comique à la série, ou est même un aspect important de l'intrigue. Une des intrigues les plus controversées de la série est d'ailleurs sans doute celle qui va faire se rapprocher Joey et Rachel, avec dans l'ordre Joey qui tombe amoureux de Rachel, Rachel qui le désire, et finalement l'échec de leur relation parce qu'ils sont, et je mets des guillemets, trop amis. Et tomber amoureux de ses amis, il m'a confié que ça lui était arrivé plusieurs fois. Salut Jean. Salut. Ça va ? Ouais, et toi ? Ça va, merci. Je rappelle le concept de Friendzone. C'est un podcast qui, à l'occasion des 30 ans de la série culte, invite des fans à partager avec moi un aspect de leur vie qui a été représenté à un moment donné dans la série. Un aspect essentiel ou anecdotique. Et donc, aujourd'hui, c'est toi. C'est moi. Pour commencer, peut-être, c'est la question un peu traditionnelle. Comment t'as rencontré Friends ? Ouais, donc je crois que j'ai découvert Friends donc en 96, on va dire à son lancement, et mes souvenirs, c'est vraiment l'épisode du mercredi 17h dans ces eaux-là, et en VF, et la rediffusion du même épisode le vendredi soir ou le samedi soir vers 23h en VO. Et donc c'était mercredi à la télé en direct, et on l'enregistrait le soir à 22h pour le regarder le lendemain. Même des fois, je le regardais 2 fois de suite en VO. Parce que 20 minutes par semaine, c'était beaucoup trop court. Mais alors, du coup, c'était quand tu dis on, c'était avec tes parents ? Ouais, c'était un truc assez familial. Alors, pas tant mon père, même s'il pouvait l'enregistrer pour nous, mais ma mère, c'est sûr, qui est une grande fan de Friends, et mon frère et ma sœur. Ouais. Vraiment, c'était le rendez-vous. Ouais, c'était famille à fond, quoi. Vous avez suivi la série longtemps comme ça ou... On l'a suivi jusqu'à ce que les uns et les autres partent après leur bac, donc peut-être ensemble pendant 5 saisons, un truc comme ça. Et puis après, moi, je l'ai continué. Je la regardais, oui, toujours en live jusqu'à la fin. Hein. Moi, en tout cas, une fois que j'ai quitté la maison familiale, j'ai continué à suivre à fond jusqu'au bout. Dès que c'était en DVD, j'ai acheté les DVD. Et donc tu as regardé à la télé, ensuite tu as regardé en DVD. Ouais. Du coup, quand ça s'est terminé, tu as continué de regarder. Ouais. Beaucoup. Ouais. Toujours. Ouais. ouais. Bien sûr. Mais même quand ça passe à la télé, quand ça passe encore à la télé et que je suis dessus, ça se regarde sans fin, quoi. Mais je sais pas quel est leur secret. C'est quoi, toi, ton mode de consommation, du coup, aujourd'hui ? Alors, quand ça passe à la télé Pour Friends, ouais, quand ça passe à la télé, j'aime bien. De manière générale, moi, je suis très, très support physique. Donc, je suis très DVD, Blu-ray. Mais je suis encore un vieux... Encore des DVD, quoi, quand même pas mal. Et ouais, beaucoup plus que sur les plateformes ou même à la télévision. En tout cas, pour les choses que j'aime. Pour les choses que j'aime bien me dire, OK, il faut que je l'ai et que je puisse le regarder comme je veux. Et après, avec toute ma collection, je me fais ma propre plateforme, si tu veux. Et voilà. Avec du coup des épisodes fétiches, des saisons fétiches où tu regardes dans l'ordre ? Je regarde tout dans l'ordre. J'essaye. Là, ça fait quelques années quand même que j'ai pas fait du premier au dernier épisode, mais quand j'étais longuement célibataire, une fois peut-être pas tous les ans, mais allez, tous les 18 mois, ouais, tu reprenais du 1 jusqu'au dernier. Ouais, carrément. Plutôt que d'en choper de temps en temps, ouais. Ouais, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec le fait d'en choper de temps en temps. Mais il y a un truc, je sais pas toi, mais il y a un truc, je trouve, qui est hyper avec cette série, qui est
comme beaucoup de séries, mais qui est tellement réconfortante. En fait, c'est tes potes, t'es avec eux, t'es chez toi, t'es dans tes chaussons. Et juste un de temps en temps, ça fait une petite piqûre de rappel qui est pas mal, qui est agréable. Mais c'est vrai que quand tu t'en enchaînes 3, 4 et dans l'ordre, tu suis les intrigues au fur et à mesure. Enfin, juste, pardon, c'est assez brouillon, mais ouais, c'est nos potes, quoi. C'est pas genre, tu vois ton pote à un moment de sa vie où t'as loupé. Attends, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Qu'est-ce qui va se passer juste après? Non, non, tu veux suivre tout dans l'ordre, tu veux les accompagner, tu veux accompagner tes amis. C'est ça qui se passe avec Friends, quoi. Alors, je me permets parce que je connais une petite anecdote. Je sais que tu as fait découvrir la série à quelqu'un. Ouais, ouais, j'ai fait C'est comme ça découvrir qu'on la s'est série. rencontrés. Donc, Exactement. Un ami à moi qui était dans la même école de théâtre et qui connaissait pas du tout. Et en fait, on nous avait dit, pendant les cours, on nous avait dit, mais si vous voulez voir des acteurs, des vrais acteurs, des vraies actrices, quoi, regardez Friends. Vous allez voir ce que c'est que jouer. Ok. Ouais, ouais. Il y a un professeur qui nous a dit ça. Et moi, ensuite, quand je me suis mis à enseigner le théâtre, je l'ai complètement volé ce truc-là. C'est la vérité. Et ouais, ouais, c'est moi qui lui ai mis sous les yeux ce truc. Et lui, il y croyait pas du tout. Et je l'ai vu se marrer et je l'ai vu adhérer, quoi qu'il en pense aujourd'hui, quoi qu'il en dise. Mon ami Guillaume Meurice. On s'est fait pendant peut-être une année, ouais, régulièrement, les après-midi, on s'enchaînait quelques épisodes et on se marrait bien, quoi. C'est vrai que quand on pense sitcom, dans la culture populaire, on les cite rarement pour des exemples d'acting ou de choses comme ça. Ouais, dans l'imaginaire collectif, on n'a pas ce truc de c'est des bons acteurs. Et ouais, et pourtant. Alors que, Et pourtant, non, non, au contraire, même, j'ai envie de te dire, c'est ce qu'il y a de plus. La vraie sitcom, donc sitcom, c'est comique de situation. Et, euh, et la véritable sitcom, historiquement, c'est vraiment le truc enregistré sur un plateau avec un public. Et on est, oui, très proche du théâtre. Et crois-moi que quand ils s'enquillent, enfin, le tournage d'un épisode de Friends, si je dis pas de bêtises, c'est sur une journée. C'est même pas sur une journée, c'est sur, je crois ils répètent, c'est un peu comme le Saturday Night Live, ils doivent répéter le vendredi avec un public et ils font un tournage sur quelques heures seulement avec le public. Et donc, c'est des scènes qui durent et qui sont très très longues. Et il faut avoir un sens du rythme, qui est un truc de malade, un sens de la comédie, bien sûr, mais un sens de mille autres choses. Tu peux t'es filmé tout le temps parce que je sais pas combien de caméras sont braquées sur toi. C'est un travail de ma boule. Non, non, au contraire, c'est des acteurs que je trouve assez. Vraiment, c'est dingue, dingue, là, pour avoir revu les épisodes dont on va parler aujourd'hui. Mais à la fois, il y a des choses qui sont très grosses, très grossières et qui sont très drôles, assez grotesques, assez burlesques des fois. Et à la fois, il y a des choses qui sont mais fines et puissantes. Vraiment, je trouve que le sentiment amoureux, c'est un exemple dans Friends, mais le sentiment amoureux chez tous les personnages, il le joue, mais c'est plein de finesse, plein de subtilité, que ce soit, on va parler de Joey, que ce soit Rachel. Jennifer Aniston est une actrice de malade mentale quand il s'agit de jouer juste l'écoute et le regard amoureux vers quelqu'un ou le regret ou plein de petits trucs, mais pardon, je m'emballe, mais ces acteurs et ces actrices sont des malades, vraiment, et je le dis dans mes cours, vraiment, c'est, ouais, si tu veux voir des acteurs et des actrices, tu regardes Friends. C'est la base. Mais tout le monde n'est pas aussi doué qu'eux. Il y a d'autres sitcoms où le niveau n'est pas du tout à ce niveau-là. Eux, vraiment, c'est le top du top. Mais c'est une leçon. Et je finirai là-dessus, je parle beaucoup. Et j'insiste même que Matthew Perry était quelqu'un quand j'étais étudiant au théâtre, vraiment, c'était l'une de mes premières inspirations conscientes. J'avais conscience que cet acteur m'inspirait énormément. Je lui piquais même des trucs. Non, non, Friends, très, très important. t'as jamais trouvé, toi, une série qui a remplacé Friends dans... Si. Dans mon cœur, tu veux dire? Ouais, bah, dans ton cœur. Alors, après, il y a une place En au termes de moment où qualité. Ouais, en termes de qualité, en termes d'envie d'y revenir, de côté. À Ouais. la fois confort et en même temps qualité, Oui. quoi. Ouais, alors pas au niveau de Friends, mais moi je suis je suis grand défenseur de How I Met Your Mother, Ok. jusqu'au final, hein. Je trouve la dernière saison incroyable et le final incroyable. Il y a eu 3 saisons vraiment pas bien. Genre les Oui. 6, 7, 8 sont vraiment pas très très bonnes cette série. Et après How I Met Your Mother, je trouve que c'est beaucoup moins de génie dans le fond, dans ce que ça raconte, mais qui a un génie comique encore plus fort que les deux autres, c'est Brooklyn Nine-Nine. Ça n'a rien à voir, mais en termes de mécanique, pareil, et de rythme. Et donc, je me régale, c'est mes potes aussi, j'ai envie d'être avec eux et tout ça. Dans toutes ces séries, il y a un point commun, c'est qu'il y a quand même des relations amoureuses. Ah bon? Et quand même, c'est quand même effectivement ça quand on s'est rencontrés et que on m'a dit ah bah Jean il connaît vachement bien Friends, il est vraiment fan et tout, et que je t'ai demandé est-ce que tu vois un point commun. Le premier truc que tu m'as dit, plutôt que me dire que t'étais comédien par exemple, ça a été de me dire ouais j'ai une histoire qui ressemble vraiment à l'histoire Joey et Rachel. C'est l'histoire, ouais, c'est pas exactement l'histoire, c'est un peu l'histoire quand même, mais pas tant l'histoire que surtout ce que ressent
Joey, ce qui traverse en fait à ce moment-là. Mais plusieurs fois, j'ai eu plusieurs histoires où effectivement, ce qui est en commun avec ce que vit Joey, en fait, ce que vit Joey, c'est qu'il est ami avec Rachel depuis très longtemps et en gros, du jour au lendemain, il la voit d'un coup. Genre, je sais même plus comment ça vient. Il fait un rêve, c'est ça? Il fait un date avec elle, un faux Ah date, oui, puisqu'elle est enceinte. exactement. Ouais, Et justement, et donc il commence à sentir des trucs chelous. exactement. Et on peut écouter d'ailleurs le moment où il réalise vraiment ce qui est en train de lui arriver. All right, it's a new day. All that stuff about Rachel, you don't feel that now. It was crazy. You're fine. You're better than fine. You are, as your friend Tony would say, great. Everything's normal. She's just your friend Rachel. Your friend Rachel. Your friend Rachel. Hi, sweetie. Hey, it's your girlfriend Rachel. Ouais. Donc voilà, là c'est un peu tout le début de cette séquence-là. Donc c'est post-date où il a commencé donc à avoir des sentiments pour Rachel. Et là, ils sont colocataires à ce moment-là, dans l'appart de Joey Chandler, historiquement. Et donc là, on voit Joey au petit-déj le matin qui donc dit non, mais c'est bon, c'était des bêtises. C'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami. Elle arrive et elle dit hey, chérie, ça va? Et il fait oh, c'est ma copine Rachel. Et il est déprimé. Donc c'est un sentiment que tu connais. Ouais, que je connais vraiment ce truc de côtoyer une personne avec qui tu es ami, et du jour au lendemain, pour des raisons un peu irrationnelles, sans trop de maîtrise, d'un coup, ouais, ton regard change vraiment. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé donc avec une amie avec qui faisait des études avec moi et qui vraiment après 2 ans, 3 ans, vraiment que je la connaissais bien, elle était avec un compagnon, je connaissais son mec. Et vraiment, une journée, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Peut-être on s'était pas vu pendant 1 mois, 2 mois. Et puis, et là, on se revoit. Et c'était la même personne, mais je ne voyais plus du tout la même personne. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé en moi. Et d'un coup, je développais très vite un sentiment pour ça, de l'amour. Hein, très vite tombé amoureux. Et, et puis, alors ça, c'est la première étape. Donc, comme Joey, quoi, je la vois différemment. Et la deuxième, c'est OK, mais c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Elle est déjà avec quelqu'un que je connais, je la connais, on est amis. euh, donc, c'est pas bien de penser ça, c'est pas bien de ressentir ça. Il faut essayer d'évacuer ça. Et puis, si tu n'arrives pas à évacuer ça, bah, est-ce qu'il faut lui dire? Comment? Ouais, donc j'ai traversé tout ça. Je comprends ce qui se passe dans la tête et le cœur de Joey à ce moment-là. Ouais. T'arrives à en parler à des gens autour de toi, des amis communs? Ouais, à des amis, quoi. Et puis qui me disent, alors il y en a qui me disent, bah t'es bien dans la merde. Et puis, Merci. Les potes, c'est vraiment hyper important dans la vie. ouais, j'en parlais un petit peu, ce qui est bien parce que ça fait chier les copains, mais ça te permet de t'épancher un petit peu, quoi. De dire, tu sais, ça se fait sortir les trucs, c'est dans toi, ça sort, et ça c'est pas mal de pouvoir papoter avec les copains, mais fondamentalement, ça t'aide pas sur ce qu'il faut faire derrière. Est-ce qu'il y a des arguments, par exemple, pour dire il faut lui en parler? Est-ce que c'est genre il faut lui en parler pour toi? Comment tu le ressentais? Ou il faut lui en parler pour qu'elle sache ce qui se passe dans votre relation? C'est une vraie question que je me pose, tu vois, à un moment. Est-ce qu'on doit être sincère sur des désirs et tout si on sent qu'il n'y a pas de réciprocité? Bah ouais, dans l'absolu, parce que c'est vraiment quelque chose que, en vrai, tu vois, là, j'ai l'histoire, le point commun que j'ai avec Joey, mais en vrai, je l'ai vraiment vécu au moins 4-5 fois. Pas forcément avec des gens des nanas qui étaient des amis à moi avant, des amis proches, mais en tous les cas, ça m'est arrivé vraiment de tomber amoureux de demoiselles qui me considéraient pas du tout de ce point de vue-là, et de me retrouver confronté à ouais, il faut que j'en parle ou pas. Et dans l'absolu, donc pour répondre à ta question, je pense que c'était quand même d'abord pour toi de délester de quelque chose. Et après, dans les situations où on pourrait imaginer que c'était possible, genre la personne elle est célibataire, ouais, vous pourriez correspondre, pourquoi pas, effectivement, on pourrait avoir l'impression qu'il se passe quelque chose un peu de loin. Donc ouais, dis-lui, sait-on jamais. Il y avait aussi cette idée-là du sait-on jamais. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, pour toi, tu as besoin que ça. Ouais, il faut que ça sorte. Enfin, je pense que en plus, c'est ultra nécessaire. Mais après, la réponse, ce qui vient derrière, est pas forcément. Ça peut t'aider, mais pas tout le temps non plus.
Tu vois, parce que par exemple, si on veut revenir à Friends, mais dans la scène où Joey, il avoue à Rachel qu'il est amoureux d'elle, donc la première chose qu'elle lui dit et qui est très forte, c'est j'ai pas envie de te perdre. Maintenant que tu m'as dit ça, maintenant je sais que tu as des sentiments pour moi et que moi que je te dis non. En gros, il se passera rien parce que voilà. Et j'ai pas envie de te perdre. Et ce truc du j'ai pas envie de te perdre, je l'ai entendu aussi. Et ça peut être extrêmement troublant dans ce genre de situation où quelqu'un va te dire, va te faire part de ses sentiments à ton égard. Si toi, tu n'as pas du tout ces sentiments-là et que tu as de l'affection pour cette personne, tu as absolument envie de tout sauf de lui faire du mal. Donc, le truc, tu vas forcément dire que pour lui dire non, tu vas pas lui dire non, désolé, je t'aime pas. Enfin, c'est rare. Et donc, tu vas trouver des arguments du style bah, on est amis. Je l'ai entendu, ça. Ah non, on est trop amis, je l'ai entendu. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, tu as eu je sais pas combien d'années pour te lancer. Et puis là, tu le fais pas. Enfin, donc, non, je préfère qu'on préserve ce qu'on a là. C'est une manière un peu détournée de dire en fait, j'ai pas du tout de sentiment pour toi. Donc, non. Et je pense que c'est plus évident c'est plus difficile d'entendre je ne t'aime pas, mais c'est plus facile pour en guérir que d'entendre c'est parce qu'on est amis. Ah, et donc c'est parce qu'on est amis, ça veut dire qu'il y a quand même peut-être quelque chose que tu ne t'autorises pas à, à assumer parce qu'on est amis, donc tu ne t'autorises pas à l'envisager. Ok. Donc dès lors que dans la tête, moi, ma tête, tu pouvais me faire entendre que c'est pas que tu n'avais pas de sentiment pour moi, c'était pour d'autres raisons. J'étais pas du genre à lâcher tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Et j'étais jeune, hein. Mais ouais. Et c'est là où, en fait, je trouve qu'effectivement, dire je ne t'aime pas à quelqu'un, bah, comme tu dis, c'est plus clair, au moins on passe à autre chose. Ça a le mérite de dire, bon, non, on parle de l'amour, on l'évacue. Ne pas le dire et dire, mais non, on est amis. T'as ce truc de, bah oui, je sais qu'on est amis, ça fait partie de Ouais. ce pourquoi je t'aime, en fait. Complètement. Je tombe rarement amoureux de gens que je déteste. Oui, oui. Ça peut arriver dans certaines comédies romantiques. Ouais. C'est un trope assez classique. Ouais. Mais dans la réalité, les gens que tu détestes, tu les détestes. Non, mais t'as raison. Et puis surtout, c'est que souvent, enfin souvent, non. Moi, dans mon cas, ce sont les amitiés que j'ai pu avoir avec des nanas qui se sont transformées. C'est parce que j'ai été ami avant que j'ai développé des sentiments. En fait, c'est pas autre chose. Je pense que ça rejoint ce que tu as dit, quoi. C'est-à-dire que c'était une amitié, et ça a évolué vers des sentiments amoureux. Que je distinguerais encore de l'amour, c'est encore autre chose. Être amoureux et aimer, je pense, c'est deux choses différentes. Mais en tous les cas, on est parti de ok, je suis ami avec cette personne et c'est cette amitié qui fait que mes sentiments amoureux débarquent. Si c'était juste une personne que je côtoyais sans amitié et tout ça, je pense que si ça se trouve, ce sentiment ne serait jamais arrivé. C'est pas juste quelque chose de physique, puisque c'est quelqu'un que je connaissais avant, tu vois. Et au départ, tu l'envisages pas du tout sous cet angle-là. Tu dis, oui, elle est jolie, mais ça rentre pas en ligne de compte. Et puis d'un coup, boum, ou petit à petit, boum. Donc c'était lié, quoi. C'était pas genre d'un coup. Donc oui, la réponse, oui, mais on n'est pas, on est des amis, donc on peut pas être amoureux. Non, ça n'avait pas de sens. Pour moi, ça n'en avait pas. Quand tu dis que sur le moment, tu sais pas ce qui a fait le switch, a posteriori, est-ce que tu arrives à dire quand même, il y avait une situation dans laquelle j'étais, Vraiment, non, pas du tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, non, vraiment, c'était très étonnant, comme ouais, très très étonnant cette histoire. Mais c'était la première fois, je pense, où je développais des sentiments aussi forts enfin, des sentiments amoureux aussi forts. En fait, avant, c'était encore des trucs de jeunesse, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, on peut aimer comme ça un être humain. C'était la première fois, donc peut-être que je traversais, ça faisait longtemps que j'étais célibataire, et je pense qu'autour de moi, tu commences à avoir des couples de plus en plus solides aussi, puis tu vois des choses, tu lis des livres, tu regardes des films qui modélisent une certaine forme du rapport amoureux, tu te dis j'ai de plus en plus l'âge de ces personnages que je vois, et donc peut-être que j'ai commencé à désirer des choses que j'ai projetées sur elles à un moment particulier. Enfin, mais non, j'ai pas la réponse à cette question. Mais c'est pas plus mal. Non, mais des fois, aussi, hein, l'inattendu et l'inexplicable, ça irrationnel, arrive. quoi. Tu lui en as parlé? Alors, il y a eu plusieurs cas, non, il y a eu plusieurs histoires, mais avec celle où c'était irrationnel, c'était du jour au lendemain un peu. J'en ai pas parlé. Il s'avère que son couple battait de l'aile à un moment donné, et par un concours de circonstances, il s'avérait qu'on passait plus de temps ensemble. Et en fait, il s'est
passé quelque chose. C'est-à-dire que là, la relation a évolué. Elle aussi a commencé à développer, mais c'était pas des sentiments pour moi. C'était un peu autre chose. C'était un peu je sais pas, soit j'étais une bouée, ou ça lui faisait du bien, ou je ne sais quoi. Et pendant quelques jours, en fait, elle a fait des pas vers moi. C'est elle qui a commencé à m'écrire d'ailleurs un premier message pour me dire qu'elle me voyait différemment. Alors moi, j'avais pas fait de pas quoi à ce niveau-là. Et donc, il s'est passé une petite histoire. On n'a pas fait grand-chose, sincèrement. C'était de l'ordre du pré-préliminaire. Tu vois, c'était même pas. C'est vraiment, il s'est pas passé grand-chose, mais c'était quand même voilà, quelques petits jours où ça voulait dire, enfin pour moi, ça y est, ça voulait dire, ça y est, on vit quelque chose. Bon. Non. En tout cas, ça s'est très très vite, ça a très vite coupé court, à mon grand regret à l'époque. Donc, ouais, non, c'est pas moi c'est elle qui a fait le premier pas. Par contre, j'ai eu d'autres histoires. Moi, je suis estampillé friendzone de toute façon, donc j'étais le roi de la friendzone à l'époque. Deuxième histoire. Ouais, alors ça, c'était une amie à moi j'étais au lycée avec elle. Je tombais amoureux d'elle au lycée. Et puis, j'arrivais pas à lui dire, j'avais trop peur. Et puis, le jour où j'ai décidé de lui dire, véridique cette histoire. Donc, je rentre de vacances. J'ai passé 2 semaines de vacances atroces parce que je me disais à la rentrée, je vais lui dire. Et puis, le jour de la rentrée, il y a sa meilleure amie qui vient me voir, qui me dit, t'es au courant? Non, de quoi? Bah, ça y est, elle a un petit copain. Super. Damn. Voilà. Et puis, finalement, après le bac, terminé. Et j'ai retrouvé cette amie à l'époque, genre peut-être 3 ans avec Facebook, je crois, 3 ou 4 ans plus tard, ou je sais plus, peut-être 5 ans plus tard. Et là, je suis retombé amoureux d'elle. Et pareil, bon, elle était célibataire. Qu'est-ce que je fais? J'en parle pas. Et bon, et donc, il est arrivé un soir, et c'est ça qui va te plaire, c'est que j'ai utilisé une phrase pour lui dire, qui est exactement la phrase que Joey dit à Rachel. Et j'ai dit cette phrase parce que c'était la phrase que Joey avait dit à Rachel. C'était pas du tout calculé, du coup. Non, mais C'était c'est-à-dire que j'ai pas décidé de dire cette phrase, mais quand je me souviens, c'est très clair dans ma tête. C'est quand je me visualisais me dire, le moment où je vais lui dire, je vais employer ces mots-là. C'est-à-dire qu'il lui dit, je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Et en conscience, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'est pas j'ai retrouvé chez Joey ce truc, c'est que moi-même j'ai emprunté à Joey sa phrase pour lui dire, si tu veux. Et voilà, c'était dans une situation improbable. Elle était venue chez moi et tout, j'avais fait à manger. Et dans ma tête, c'était dis-lui, puis j'arrive pas. Et puis elle s'en va, et je me dis c'est pas possible. Et puis elle attend, je crois qu'elle attend l'ascenseur, ou je sais plus. Et je lui dis, non, mais en fait, il faut que je te dise un truc. Écoute, voilà, je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Et là, elle me dit, mais en fait, on est amis, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on est amis. C'est pas possible parce que tu as eu plein d'années pour me le dire, du coup, et puis tu l'as pas fait. Donc, non, c'est pas possible. C'est elle qui m'a dit, je préfère préserver notre amitié. J'ai complètement oublié ta question au départ. Non, mais c'est pas grave. Moi, je propose qu'on rebondisse surtout pour écouter le passage où Joey le dit, justement. Pour le coup, ça se passe au restaurant. Ouais. Et Joey cuisine assez peu, Ouais. à part des lasagnes, des fois, quand il a des grosses décisions à prendre. Donc là, ils sont au restaurant avec Rachel et il a décidé de dire cette fameuse phrase. I think I'm falling in love with you. What? I'm falling in love with you. Who are you talking to? Oh, you're kidding. Oh, it's a joke. Oh, it's funny. It's funny. I don't get it. Oh. Okay. Wow. Are you, how did, when? Does it really matter? Wow, it is hot in here. Okay, look, Rach, I know this is a lot, okay? You don't have to say anything. You take as much time as you need. Okay, you gotta say something. Joey, I love you so much. But Joey. Yeah, right. Hey, that's okay. It's fine. It's,
pretty much what I was expecting, you know. So, it's no big deal, all right? Pas un big deal. Non, c'était un big deal. Ouais. Si, c'est un big deal. C'est un big deal. Pour résumer un petit peu ce qui se passe, alors la scène est raccourcie par rapport à la vraie scène. Ouais. Là, j'ai Je me suis condensé dit, un tiens, peu. le Il y a rythme, il est bizarre. Ouais, le rythme est un peu, j'ai un peu tweaké parce que sans les images, ça marche moins bien, mais je voulais avoir quand même un certain nombre de répliques. Et donc, basiquement, ils sont au resto, il lui dit donc, je pense que je suis en train de tomber amoureux de toi. Et au début, elle se dit que c'est une blague qu'elle ne comprend pas. Et puis, finalement, il réalise que c'est vrai. Et elle lui dit, en gros, ah, je t'adore, mais... Et donc, juste le mais suffit à dire que c'est terminé, que ce n'est pas réciproque, en tout cas. Dans ce qu'on disait avant, toi, où donc cette histoire de tu l'attends et puis tu lui dis devant l'ascenseur et elle te dit donc qu'elle veut rester amie, que c'est trop tard, basiquement. Qu'est-ce qui se passe pour vous après? Parce qu'on sait que dans la série, il y a toute une phase de... Alors, pour le coup, qui est pas volontaire, mais en gros, Joey évite Rachel parce qu'il n'a pas envie d'être confronté à elle, pour des raisons qui sont qu'on peut facilement imaginer, en tout cas. Sur le moment, en fait, pas facile d'entendre quelqu'un qui te dit non, mais t'es soulagé de l'avoir dit. Ce qui répond à ta question initiale, qui est est-ce que tu fais pour toi aussi? J'étais quand même très soulagé. Donc, elle part et tu fais bon, ça s'est pas passé comme je voulais, mais c'est bien. Au moins, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bon, dès le lendemain matin, tu repars ça part en vrille. Et en fait, c'est surtout ça. Tu recommences à être un peu dans la souffrance quand c'est elle qui a repris contact avec moi en me disant bon, je sais pas, peut-être elle m'a laissé quelques jours et puis après elle est revenue vers moi en me disant, en me proposant qu'on sorte, qu'on aille boire un verre ou qu'on aille au cinéma, je me souviens plus. Et moi je lui dis ouais. Et c'est-à-dire que pareil, je pense que quand c'est pas clair, quand les mots choisis pour dire non sont pas clairs, mais je crois que c'est très compliqué d'être clair. C'est que moi, je me dis, ah ouais, d'accord, donc si une semaine après, ça devait être une semaine après, quoi. Si une semaine après, elle revient vers moi en me proposant qu'on se revoie, c'est que peut-être... Il y a moyen. Peut-être dans sa tête, tu ne sais pas. Elle a entendu quelque chose qu'elle pensait pas entendre. Sur le moment, sa première réaction, c'est de dire, oui, non, j'ai jamais envisagé ça, donc non. Et puis qu'en fait, elle y pense, tu sais pas, peut-être elle y réfléchit, donc elle te propose d'aller boire un verre. Je crois que c'était d'aller voir un film. Donc je me dis, si ça se trouve, voilà. Et en fait, tu lâches pas l'affaire. Et j'ai pas lâché l'affaire. Et puis on s'est vu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à un moment donné, je lui ai dit, donc elle continuait, c'est elle qui me relançait à chaque fois. Et ça me rendait malheureux en fait. Et j'osais pas lui dire. Et puis il y a eu une autre fois où elle m'a relancé encore. Et je lui ai dit, écoute, désolé, mais c'est plus possible. Peut pas être. J'ai écrit une lettre. C'est ça que j'ai fait. Pardon. J'ai écrit une lettre. Mais oui, pour lui dire 18 pages recto verso. Non. Non, c'est de faire peut-être aller 1 page et demie ou non, même pas une page. Oui, une page, 1,5 page. Et dans cette lettre, je lui disais que c'était plus possible, qu'on redeviendra amis, mais que pour l'instant, il me fallait du temps. Et voilà. Et donc, elle a mis un peu de temps à me répondre par Facebook, je crois, ou par texto, je ne sais pas, pour me dire j'ai reçu ta lettre, ça m'a mis mal à l'aise, mais je comprends. Bon, voilà. Et on s'est pas revus pendant très longtemps. Mais après, quand même. Et on s'est revus après, et elle me plaisait toujours. Parce que j'étais vraiment très longtemps célibataire. C'est-à-dire qu'il y a eu elle, après il y a eu une autre personne aussi. Et ça s'est passé un peu de la même manière. Il y a eu une autre personne. Enfin vraiment, j'enchaînais. À un moment donné, tu te dis, je suis maudit, quoi. Et après, je l'ai revu. Et là, je ne lui ai pas dit, ouais, je crois que je suis en train de retomber amoureux de toi. Je lui ai dit, est-ce qu'on est clair? J'ai mis les choses carte sur table. Est-ce qu'on est clair que nos retrouvailles qui se passent bien, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, quoi? C'est-à-dire que moi, je pourrais tout à fait tomber amoureux de toi. Donc, on est clair. Et elle m'a dit oui, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Néanmoins, je l'avais quand même dit, mais si par exemple, on ne s'était pas rencontrés avant, si on n'était pas amis au lycée, s'il n'y avait pas eu la première fois où je t'avais dit, cette période-là, on s'était retrouvés et tout, si juste on s'était rencontrés maintenant, est-ce que là, tu serais intéressé par moi? Et elle a eu... Mon Dieu, elle a dit oui. Elle a dit oui, sans doute. Oh, quelle idée. En même temps, tu poses une question, tu cherches la merde. Oui, mais j'ai tendu la perche, mais bien sûr. Mais évidemment. Je vais revenir un peu, parce que tu as utilisé donc, le terme de friend zone en disant que tu connaissais ça. Donc on va s'écouter le passage où le fameux terme est dit pour probablement la première fois à la télé. Je pense qu'il a été inventé là-dedans. Alors, c'est une vraie question on n'a pas la paternité du terme. Moi, je pense quand même que
scénaristes ont dû devaient l'utiliser avant, tu vois, entre eux. C'est comme pas mal de trucs qui existent un peu dans des petits cercles, machin. Et en fait, après, t'as la pop culture qui arrive, Oui, qui c'est s'en ça. empare et tout. Mais Ouais. clairement, c'est Friends qui l'a généralisé, qui l'a Exactement. mondialisé. Ça, il y a assez peu de doutes là-dessus. Et c'était dans le 7e épisode qu'on écoute. It's never gonna happen. What? You and Rachel. What if... Hey, what if... Why not? Because you waited too long to make your move, and now you're in the friend zone. No. I'm not in the zone. Oh, Ross, you're mayor of the zone. Look, I'm taking my time, all right? I'm laying the groundwork. Yeah, I mean, every day I get just a little bit closer to, Priesthood. Look, Ross, I'm telling you, she has no idea what you're thinking. Oh, yeah? Ross, if you don't ask her out soon, you're gonna end up stuck in the zone forever. I will. I'm just... See, I'm waiting for the right moment. Il attend pour le bon moment. Basiquement, ce qui se passe, c'est que Joey voit bien que Ross a envie de faire un move envers Rachel, mais ne le fait pas, et lui dit qu'en gros, ça y est, il a attendu trop longtemps, et il est dans la friend zone, et il est même maire de la friend zone. Ouais. Ça te parle? Je vois dans ton regard, tu parle. acquiesçais tout de long. Ouais, ça me parle, c'est fou. Hein. J'ai été longtemps le maire de la friend zone. Ouais. Mais en fait, c'est lié à la timidité. Enfin, c'est lié à deux choses, je pense. L'incompatibilité avec les personnes, mais que tu vois pas à l'époque. Et aussi le fait que j'étais extrêmement timide. Donc, je mettais 3 plombs. Déjà, je suis un gentil, je suis bienveillant. Quand j'écoute les gens. Enfin, tu vois, on se confie on sait toujours, et on continue de se confier très facilement à moi. Et c'est tout à mon honneur, hein, ça me va très bien. Mais effectivement, j'avais tout, quoi. J'étais bienveillant, on aimait beaucoup me parler, j'aimais bien écouter, je répondais sans doute des trucs pas trop cons. J'étais extrêmement timide, donc j'avais peur, moi. J'avais peur, quoi. J'avais peur des filles, j'avais peur de la sexualité, j'avais peur, quoi. Donc, ouais, j'ai gardé tout pour moi aussi. Donc, forcément, à un moment donné, c'est un boulevard qui était ouvert pour moi. Tiens, monte là, tu vois, là, c'est le roi de la friend zone, c'est pour toi, c'est cadeau. Tu parlais du confident, etc. Moi, j'ai eu beaucoup. Comme je disais, c'est une situation que je connais pas mal aussi et que j'ai toujours vécu comme un peu un sacerdoce. C'est-à-dire que, super, tu me racontes tous les mecs que tu kiffes, tous les mecs que tu te tapes, tous ceux que tu te tapes pas, machin et tout. Et moi, je subis tout ça alors que potentiellement... et je l'ai toujours vu comme un truc très injuste. Quelque part, je sais pas comment toi tu le vivais un peu. Oui, si, parce que tu as l'impression, mais d'ailleurs c'est bête, mais tu vois, c'est qu'avec le recul que tu te dis, à ce moment tu sais pas que c'est bête, mais oui, parce que tu as l'impression tu te dis, oui, mais attends, moi en gros je donne et je reçois pas. Tu sais, c'est le truc, c'est atroce. Rien que dans la formule, les mots que je viens d'employer, c'est atroce. C'est-à-dire, je te donne et je reçois pas. Donc ça veut dire quoi, que pour donner, il faut recevoir. Enfin, si tu veux. Ouais, bref, hein, tu vois, il y a un truc marchand, presque ouais. marchand déjà là-dedans qui est un peu nul. Mais c'est ça que tu ressens. Enfin, c'est surtout quand les personnes viennent se confier, ouais, c'est aussi pour dire, voilà, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. Tu dis, oui, mais tu vois, avec moi, tout ça irait. et pourtant, tu viens pas. Ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal fait souffrir et puis ce qui m'a le plus vraiment ennuyé là-dedans, c'était que toi, tu commences à te dire, mais c'est ta tentative à toi, je sais pas si toi, tu as traversé ça, mais ta tentative à toi de te dire qu'il faut que je change. Et c'est ça qui est pernicieux. C'est qu'il faut que je change. Donc, attends, ça veut dire qu'il faut que je sois plus... J'étais peut-être pas très viril. Enfin, je suis peut-être pas très viril, hein, même au temps présent. Je veux dire, mais tu te dis, et à ce moment-là, tu te dis, il faut être viril. Tu te dis, ok, elle vit des trucs avec cette personne-là. Bon, ça se passe pas très bien et tout ça, mais ok, ces personnes sont très différentes de moi, donc peut-être qu'il faut que je tende vers ces personnes-là. Et puis en fait, tu n'y arrives pas, hein, mais tu te racontes des trucs. Et moi, je me souviens, être allé, tu sais, au début de YouTube, d'aller regarder des vidéos de coach en séduction. Ah putain, là on me voit pas, regarde, mais je mets des guillemets, coach en séduction. Mais là, j'ai eu des trucs absolument atroces et des sites, je sais pas s'ils existent encore aujourd'hui, je pense pas, j'espère pas. Mais on te dit, enfin vraiment, c'est simple. La séduction, tout est écrit noir sur blanc, c'est des maths, quoi. C'est A plus B, tout ça. C'est juste que t'es mauvais en maths, t'as mal fait tes calculs, mais avec moi, c'est bon, tu vas t'en sortir. Et les mecs te disent des trucs et
Si tu te dis, non, mais c'est de la merde ce qu'il dit. Mais quand t'es rencard avec la fille, tu dis, attends, quand même, le non-verbal, ma position, merde, il faut que mes jambes, elles soient dirigées vers elle, c'est un signe que je lui envoie quand même. Lâche pas le regard, ouais, mais je suis timide, donc je lâche le regard. Non, lâche pas le regard. C'est des trucs à la con, mais bêtes, où tu te dis, non, il faut que je me tienne plus droit, il faut que je fasse des pompes, parce qu'il faut que je sois un peu plus carré. Tu te dis des trucs, mais bêtes, débiles, pour t'éloigner de tout, enfin, pour aller vers l'eau. Enfin, bon, c'est... C'est marrant parce que moi, j'ai vraiment le réflexe inverse. Je pense que c'est là où j'ai développé ma misandrie. C'est-à-dire que justement, en voyant les situations qui se passaient mal, moi, c'était plus l'analyse de ça se passe mal comme ça avec ces mecs-là, donc il faut que je sois l'antithèse de ces mecs-là. Et je suis vraiment... Là, je partais dans le truc de non, je vais rester dans ma ligne et je vais prendre toutes ces infos. Et en fait, ce qui m'a fait réaliser ça, c'est une lecture dont j'ai déjà parlé dans le podcast de Léotière Vidal, qui est donc un sociologue qui a travaillé sur les masculinités et qui a vraiment un article hyper intéressant que je mettrai en lien dans la description de ce podcast d'ailleurs, où il explique que la sociabilité des hommes avec les femmes, notamment dans les âges plus jeunes, dans l'enfance et l'adolescence, etc., c'est aussi un moyen d'emmagasiner de l'information. Et vraiment, je me suis retrouvé dans cette description. C'est-à-dire le fait d'avoir été le confident, d'avoir été en contact majoritairement avec des femmes à cet âge-là, ça a été une espèce de mine d'or d'informations sur l'expérience féminine de la vie. Je pense que je suis beaucoup plus conscient à un moment de ce que vivaient en tout cas des nanas de entre 16 et 20 ans, on va dire, que de ce que vivaient plein de mecs que je ne fréquentais pas du tout, en fait. Et que tout ça, après, en fait, je réutilisais. Tu vois, de la même façon, là, tu parles des vidéos que tu regardes du coach en séduction et que je regardais. Mais que tu as regardé et qu'au moment, même si sur le moment tu dis c'est un peu con, au moment où tu arrives dans le date, en fait c'est là et c'est présent et tu y penses. Et moi c'est pareil, c'est qu'à un moment en fait, quand je suis en contact avec une femme, je sais que tout ce savoir là il existe et je l'utilise. Et ce qui est un truc hyper pervers, quelque part, tu vois, avoir utilisé cette situation-là, si c'est fait de manière complètement cynique et consciente, ça devient un truc quand même un peu problématique. C'est fait majoritairement de façon inconsciente tout au long de ma vie, quoi. Il m'a fallu arriver à 30 piges pour commencer à me dire putain, mais en fait, c'est ça que j'ai fait, quoi. Et je trouve, c'est plein de questions, en tout cas, que je me pose, quoi, tu vois, comment ça m'a forgé et comment ça a formé mon rapport aux femmes toute cette période-là, quoi. Mais c'est assez dingue. Pour ça que je te disais que moi, c'est tout même si je souffrais à l'époque, mais c'est ce qui m'est arrivé de mieux parce que, en fait, tu arrives à un âge où tu sais tout de ce que. Enfin, je sais pas s'il y a un âge type pour ça, mais arrivé à un moment de ta vie, j'imagine quand même un peu pour tout le monde où tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas, tu sais tout ce que tu as pu traverser avant, forcément, te nourrit beaucoup. Et de toute façon, comme tout guérit avec le temps. Donc, c'est des souffrances sur le moment. Et tu peux pas mesurer. Tu sais, c'est tout ce que des gens pouvaient me dire, un peu plus âgés pouvaient me dire à l'époque. C'était non, mais tu verras plus tard, avec le temps, tu vas comprendre que chose que tu veux pas entendre parce que tu dis, moi, je veux être avec la fille, tu comprends ou pas? Mais en fait, c'est parce que vraiment, la personne avec qui je suis aujourd'hui, j'étais prêt à la rencontrer, elle était prête à rencontrer moi, elle avait traversé, elle avait chié de son côté aussi avec ses histoires à elle, qui l'ont rendue prête et disponible à ce moment-là pour rencontrer la personne qui lui correspond. Et moi, c'était vraiment pareil, j'ai appris de toutes ces histoires, de tous ces non-histoires, et j'ai aussi appris à me détacher pas mal de mes projections, quoi, d'arrêter de supposer de ce qui se passe dans la tête des gens, de projeter des choses... d'être dans le fantasme, quoi. Pas le fantasme sexuel, mais le fantasme amoureux, le fantasme de la relation humaine, de dire maintenant les choses se passent maintenant, vraiment dans le temps présent, quoi. Qui je suis maintenant et qui est la bonne personne pour moi. Enfin, même pas, la question se pose pas, elle se rencontre et d'un coup c'était évident tout de suite. C'est vachement bien ce que tu dis. Tu fronces les sourcils, mais vraiment, c'est très bien. Non, cette idée de fantasme et que, en fait, je ramène ça à la friendzone. La friendzone, c'est vraiment quelqu'un qui préfère le fantasme à la réalité, en fait. C'est quand tu dis que tu es dans la friendzone, c'est parce que dans ta tête, vivre quelque chose qui n'est pas possible serait mieux que ce que tu as actuellement. C'est dommage, quoi. C'est complètement dommage. Et après je ne sais pas, j'avoue que sa question, je sais pas dans quelle mesure, quand tu le traverses, quand tu fais des erreurs, je sais pas dans quelle mesure, des erreurs entre guillemets, quoi, mais je sais pas dans quelle mesure tu peux le conscientiser et prendre suffisamment de recul. Et je crois qu'il faut le traverser pour ça. J'avoue que la question, je sais que je vais être papa, tu vois, et bon, c'est dans longtemps, mais bon, à un moment donné, je vais avoir une fille, ma fille dans 15 ans, 16 ans, tu vois, je me dis merde,
Si je vois souffrir pour un chagrin d'amour, je me pose la question, quoi. Comment je vais pas être un vieux con qui lui Non, dit t'inquiète, ça passera. je serais forcément un vieux con, mais tu te dis, ouais, comment tu peux. Enfin, j'ai du mal à croire que tu puisses. Enfin, comment dire. Ouais, traverser ces erreurs sans souffrance quand tu es en train de les traverser, en fait. Je pense qu'il y a vraiment que le temps et la distance. Et on a beau te dire ce qu'on veut, c'est bien de le dire, c'est bien de les entendre, tu vois. Ça fait bouger les choses dans le cerveau, mais je pense qu'il faut le traverser, hélas. Et il y en a des gens qui s'en sortent sans les avoir traversés. Ça, les enfoirés. tout est fluide. Moi, tout est fluide depuis le début. On c'est les aime super. pas. Non. Je reviens à ce terme friendzone, moi, qui aujourd'hui, je pense, me pose un peu problème. En fait, tu vois, en revisitant mon passé, je me dis, je pense, enfin, vraiment dans ma tête, je me suis fait friendzoner. À cette époque-là, je le vivais comme ça. J'ai vraiment mis les femmes dans ma vie dans des positions qui étaient dans ma vie dans une position d'amis. Je les ai tout le temps mis dans une position où je me préparais à les désirer. Et plus je les connaissais, plus j'étais prêt à les désirer. Et à un moment, je les désirais, quoi. Et je vois bien, en fait, les travers que ça a et comment ça peut fausser une relation aussi à un moment. C'est-à-dire que moi, je me mets dans une position où mon but derrière, c'est de plaire. Donc, je perds forcément en sincérité. Et il y a ce truc où je me dis, mais en fait, comment on sort de ça? Et je sais pas si on arrive à en sortir si facilement, parce que c'est quelque chose qui est très ancré en moi historiquement, on va dire. Et ouais, je me demandais aussi, ouais, si toi, c'était un truc aujourd'hui, est-ce qu'à un moment, cette vision d'elle qui se transformait, tu vois, quand tu dis du jour au lendemain, je la regarde différemment, est-ce que toi, tu as senti que ça altérait ta manière d'être avec ou pas? Oui. Ouais. Ouais. Et je vois tout à fait ce dont tu parles, ce truc d'un coup. Ouais, bah en fait, parce que d'un coup, tu mets un enjeu. Ouais, ça, c'est que tu mets un enjeu là où il n'y en avait pas. C'est-à-dire, l'amitié, elle est là, elle s'entretient, c'est très bien. Et puis d'un coup, c'est pour ça que je dis quelque chose qui, à partir de l'amitié, peut devenir plus. Ça veut dire, va changer la nature de ton rapport avec, des situations que tu vas vivre avec. Tu vas peut-être commencer à te projeter quelque part, là où en amitié, tu n'as pas besoin de te projeter. Et donc, ça veut dire que les enjeux sont plus les mêmes. Il y a des enjeux qui viennent. Et forcément, face à ces enjeux-là, ouais, ton comportement évolue. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. D'un coup, je deviens plus stressé. Ouais, du coup, j'ai les mains moites, alors que pendant 2 ans, j'ai jamais eu les mains moites au contact de cette personne. Et puis là, tu sonnes chez elle et tu fais waouh. Donc, ouais, il y a des trucs qui changent. Et puis, tu deviens un peu bêta. Je me souviens une fois, mais j'avais pendant très longtemps, j'ai présenté une nana à mes parents pour la première fois très très tard. Et je crois d'ailleurs que c'était une personne avec qui donc je souhaitais être en couple, c'est l'une de celles dont j'ai parlé, mais qui m'avait dit non. Et en Dans fait, le doute, tu la présentes, on je sait l'ai jamais. non, c'est pas que j'ai présenté à mes parents, mais en fait, on avait prévu, je sais plus, on allait faire un truc pas loin de chez mes parents, et donc du coup, je me suis arrêté chez mes parents. Et donc, avec elle. Donc, il la découvre pour la première fois. Et quelques jours, quelques semaines après, je sais plus, ma mère m'en parle, et elle me dit, mais on t'a trouvé nul. Elle dit, Merci, maman. on t'a trouvé, mais tellement différent. Enfin, elle dit, non, mais il y a un truc qui va pas, oui, c'est un truc qui va pas du tout. T'étais pas du tout toi, je t'ai pas reconnu, quoi. Et ouais, parce que tu essayes de bien faire, de dire les bonnes choses, enfin, le truc atroce, en fait. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Et je pense que c'est là déjà que ça coince. Enfin, je pense que si t'en arrives là, c'est que c'est foutu. Aujourd'hui, à bientôt 40 ans, je l'affirme. Non, je pense vraiment ouais, que si t'en arrives à te sentir mal à l'aise Ouais, avec la personne. Même si tu peux penser que c'est c'est des raisons justes, je suis mal à l'aise parce que je suis amoureux et tout ça, mais je pense que c'est foutu. En regard avec la friendzone, et peut-être on va conclure un peu là-dessus, mais il y a le concept de fuck zone, où en fait les nanas se retrouvent coincées dans des relations où elles ne sont qu'un objet de désir sexuel et qu'on ne leur permet pas de développer autre chose, ou toute tentative de développer autre chose serait un peu comme ça désarmée, ou en tout cas méprisée. Et je pense qu'il y a cette espèce de dichotomie dans laquelle on a vraiment baigné, nous, dans les années 90-2000, qui, a priori, j'espère, change un peu. C'est pas gagné, malheureusement. On se prend un backlash sur les questions féministes très, très fort depuis quelques années, avec un gros retour réactionnaire très essentialiste qui divise les hommes, les femmes et le rôle de chacun dans les relations. Mais ouais, il y a quand même... C'est vraiment cette histoire d'un mec et d'une femme, de l'amitié et
de ce que l'un ou l'autre peut attendre de la relation est quand même vraiment très, très genré. Et je trouve que, en tout cas, moi, en tant que mec, je sens que j'ai du mal à m'en sortir. Que c'est encore un truc qui a quasiment 40 ans aussi, continue d'être un sujet, y compris dans des relations qui sont pourtant avec des gens éveillés sur ces questions et qui ont vécu en plus par ailleurs, quoi. Ils sont pas des gamins de 20 piges. Mais c'est vrai que l'hypersexualisation de la nana, putain, c'est les femmes, ça commence à être une vieille histoire et je sais pas si on en est sorti, tu vois, je suis pas sûr. Écoute, après toute cette discussion, je te propose qu'on passe Le au quiz. Ouais. Toujours avec les questions du jeu Friends français. Donc les questions en français, donc il se peut qu'il y ait des questions sur si tu regardes en VO, ça correspond pas exactement. Dans ce cas-là, je te donne un paquet de cartes. On fait dans l'ordre. Je vais commencer à t'en poser une. Ok, vas-y. Lorsque Phoebe révèle à Rachel le résultat de son second test de grossesse, que lui annonce-t-elle en premier lieu? Alors là, je n'en ai aucune idée. Ah si. Attends, Phoebe, deuxième test de grossesse. Ah non, De le deuxième Rachel. test de grossesse de Rachel. Ah oui, pas de tout à Phoebe. fait. Eh ben, elle dit que c'est elle qui est enceinte. Non, c'est quoi? Elle dit à Rachel, elle dit quelque chose? Elle dit quelque chose à Rachel, ouais. Elles sont... Alors, je te resitue, parce que je sens que tu trouves pas l'épisode. Ouais. C'est au mariage, c'est le premier épisode de la saison 8, du coup. Oui. Au mariage, donc ils sont encore au Ouais, mariage de Chandler et Monica. Et elles sont dans les toilettes. Elle fait le test de grossesse, Rachel, dans les toilettes, et le deuxième est positif. Et elle lui dit, il est négatif. Elle lui dit, il est négatif, exactement. Oui, effectivement, je C'était loin. visualisais pas l'épisode. À moi, je commence par la première. Ouais, vas-y, on fait dans l'ordre. Quel stratagème utilise Rachel pour éloigner ses collègues féminines de Tag? Elle dit alors, je crois qu'elle dit qu'il est homosexuel. Elle leur dit que Tag est homosexuel. Bien joué. Alors là, si tu trouves, chapeau. Quelle est la pointure de Joey? Ah, putain, mais alors, non, mais c'est un... ok, alors, je sais pas combien ils disent en français. Donc, je peux essayer de deviner en français. À mon avis, en français, ils doivent dire un 37 ou un 38. Mais c'est ça ou pas? Ou un 40? Non, on n'est pas loin, mais c'est pas ça. Ouais, parce qu'il a des petits pieds. L'idée, c'est... T'as dit 37, 38, 40. Ouais, bon, là, donc c'est 39, du coup, voilà. Bref. C'est 39. Oui, c'est au mariage. C'est au mariage aussi. C'est au mariage aussi, effectivement. De Monica et Chandler. Et en fait, il dit OK, I'm a 7. Those aren't 11 and a half. Okay, fine. I'm a 7. All right, I have surprisingly small feet, but the rest of me is good. I'll show you. Quel a été le cadeau de mariage de Phoebe pour Monica et Chandler? Une chanson. Non. Ça, c'est ce qu'elle veut faire. Attends. C'est le Pac-Man. C'est Mrs. Pac-Man, effectivement. Dans quel appartement se trouve le poster d'un magasin de jouets au Buttes-Chaumont? Alors, je suis très content parce que les Buttes-Chaumont, c'est à côté de là où on est. Je le sais, mais je vais répondre à côté, forcément. Les Buttes-Chaumont. Mais c'est pas celui de... C'est Chandler et Joey, non? Non, c'est celui de Monica. Et ben voilà. C'est celui qu'elle a au-dessus de la télé, enfin dans le salon. Pour Bob, collègue de Chandler, comment se prénomme ce dernier? Ah oui, pour Bob, collègue de Chandler, comment se prénomme ce dernier? Comment se prénomme Chandler? Ah oui. Ce que je vois bien à la fin, il dit « It's Robert, actually », en parlant de lui. Et Toby. Ouais, Toby, bien joué. bam. Bravo. Quel jouet de Ben dérange Ross? C'est une Barbie. C'est une Barbie, effectivement. Allez, une dernière chacun. Qui a eu en secret le béguin pour Rachel pendant 8 saisons? Gunther. Parlons de Friendzone un peu. Alors, Gunther, lui, c'est encore plus. Hein. Lui, c'est un autre niveau, le pauvre. Lui, c'est vraiment le pauvre. Le seul épisode, c'est à la fin où il vient lui dire, en fait, à la fin de la série, je suis amoureux de toi. Le pauvre. C'est marrant qu'on finisse à moitié sur Gunther, là, parce qu'effectivement, il y a quand même un truc, et je m'étais dit que j'en parlerais vite fait, et j'ai oublié, mais bon, peu importe, je vais le dire là. C'est que, mine de rien, je le dis dans l'intro, mais la question de l'amour, amitié et des situations d'amour, on va dire, entre personnages hommes-femmes, là, dans le groupe qui est constitué par tous ces personnages, et quand même, en fait, est vraiment au cœur du truc, et on oublie un peu parfois à quel point, mais en fait, il y a Ross et Rachel évidemment au début, mais après on a Monica et Chandler, mais on a aussi donc Joey et Rachel qui arrivent,
On a tout le jeu entre Phoebe et Chandler à un moment, alors qui est faké, mais qui en fait pose cette question aussi de comment une relation évolue et comment chacun réagit à l'évolution de cette relation. Enfin, je trouve que c'est un sujet qui est assez présent dans la série, même s'il est très incarné par Ross, Rachel et Joey Rachel à la fin. Et avec Gunther qu'on oublie, quoi. Mais Gunther est vraiment le stéréotype du mec amoureux dans un coin et qui n'aura... Mais t'en as tout le temps. Je pense pas qu'il y ait un seul épisode, enfin en tout cas une saison, une période de la série où il n'y a pas, à un moment donné, quelqu'un qui est en train de vivre et d'expérimenter, de se poser plein de questions sur les sentiments qu'il a vis-à-vis d'une personne. Même avec des personnes qui ne sont pas partie du groupe, quoi. Je vois Chandler et Cathy, Joey et sa collègue comédienne. Il y a toujours ouais, c'est vraiment le cœur au cœur du truc. Et j'adore parce qu'ils sont quand même poussé le vice. Je pense que vraiment, à mon avis, l'idée d'un épisode est partie de là. Je pense qu'ils se sont dit, mais il faudrait qu'on puisse s'assurer que tout le monde, à un moment donné, ait eu au moins un semblant d'histoire avec un autre membre du groupe, qui fait qu'ils sont allés, inventer l'épisode où ils repartent dans le passé quand Janice leur demande, et que même Phoebe et Ross ont un truc. Ils seraient galochés sur la table de billard. Joey et Monica ont ce truc de première interaction. Exactement. Et même Rachel improbable, même Rachel et Chandler dans le passé, tu vois. Un petit truc, quoi. Donc, ils ont poussé le vide jusque-là. Ils ont bien compris quel était le ressort de la série. Et effectivement, l'ont bien caricaturé. Entre autres choses. Merci beaucoup, Jean. Merci à toi. Ça a été un plaisir. J'espère que ça s'est bien passé. Plaisir partagé. Merci d'avoir partagé ton histoire avec nous. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu as passé un bon moment et qu'il t'a permis peut-être de réfléchir. C'est aussi ça, Friendzone. Si c'est le cas, tu peux le partager, donner 5 étoiles sur Apple ou Spotify, mais aussi poser des questions en commentaire ou sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Tu peux suivre l'actualité du podcast sur les réseaux, friendzone.podcast. La semaine prochaine, on rencontre Emma et Hélène qui vivent en colocation. Quoi qu'en pense Ross? I don't know, I think you reach a certain age, having a roommate is just kind of pathetic. Sorry, that's pathet, which is Sanskrit for really cool way to live. Des bisous et à bientôt.